Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Si vous avez atterri sur cette chaîne, c'est peut-être parce que je vous ai directement envoyé le lien, ou par bouche à oreille, ou tout simplement par hasard. Et c'est très bien, parce que ici, notre passion commune, c'est l'art avec un grand A. D'ailleurs, on va revenir sur cette définition de la passion. Je m'appelle Nicolas Ruzon, j'ai 24 ans et je suis artiste. Artiste amateur, artiste autoproclamé, artiste en herbe. On dirait ce qu'on voudra, je suis artiste tout de même. Pour moi, il y a deux manières d'être artiste, et la première consiste à, à créer tout simplement, quel que soit votre médium, quels que soient vos matériaux, votre moyen d'expression. C'est l'expression qui prône, c'est l'envie de création, quelle que soit la motivation. Et donc, l'artiste autoproclamé en soi. Mais la deuxième manière d'être artiste, c'est la vision de l'artiste selon la société, selon l'approbation de ses proches, de ses pairs et des institutions culturelles, galeries, musées, et qu'importe. Dans tous les cas, vous êtes artiste. Si vous commencez, ne serait-ce que par un dessin, par l'envie de créer, chacun a cette partie artiste en soi. Mais je pense que c'est un secret pour personne. Pour vous la faire courte, j'ai eu ma licence équivalent d'un diplôme supérieur dans une école il y a 1 an. Mais cette vidéo, elle va être assez compliquée à digérer. Elle va être longue, ça a beau être la première, ce ne sera pas celle qui sera peut-être la plus agréable, que ce soit pour vous comme pour moi. Parce que en faisant cette vidéo, je me mets quelque part en danger, si on peut appeler ça un danger. Je me mets en situation délicate plutôt, par rapport à mon futur. Enfin, ça dépend. Si cette vidéo, elle reste parmi un public de niche, ça va. Si elle a un certain succès, ce que je n'espère pas, eh bien, je pourrais me prendre des soufflantes à l'avenir. Je risque de m'égarer un peu, mais c'est pas grave. C'est la première vidéo, c'est la première expérimentation. J'espère que vous serez conciliant, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute. Si je fais cet exercice de dialogue, seul à seul, c'est aussi pour, comment dire, pour m'entraîner à être plus concis, plus clair, plus direct, mais tout en partageant mes pensées, mes œuvres, mes projets, mes thématiques d'une manière assez poétique, et donc il est nécessaire tout de même d'avoir un peu de souplesse verbale, de faire des petites galipettes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la passion qui m'anime. D'ailleurs, en parlant de passion, aujourd'hui je vais vous parler d'une toile dont le sujet m'a passionné. Mais quand je parle de passion ici, je vais parler de passion de manière philosophique. Par exemple, en philosophie, d'après Socrate, dans Socrate du Philèbe, les passions, ce sont des affections de l'âme qui s'entremêlent entre la douleur et le plaisir. Effectivement, ce sujet ne va pas être des plus agréables. Je ne vais pas... comment dire? Ce n'est pas la passion qu'on entend de manière positive au quotidien. Par exemple, ma passion, c'est le cheval. Oh non, nous sommes loin de ce genre de passion. C'est un sentiment d'attachement puissant et inéchappable. Comment dire? C'est un mélange entre colère, crainte, rejet, deuil, amour, envie, jalousie et tout ce qui lui est semblable.
Encore une fois, ce sont des affections de l'âme. Qu'est-ce que j'entends par affection? Ce n'est pas l'affection au sens du sentiment tendre qui attache à quelque chose ou à quelqu'un. Là, on parle plutôt de l'attachement, de l'affection maladive, le sentiment d'attaque dans son intégrité physique et psychique. Je suis affecté. Ah, oh là là, malheur. Selon Kant, la passion, c'est l'inclinaison que la raison ne peut pas maîtriser ou n'y parvient qu'avec peine. Alors, autant vous prévenir, cette vidéo ne va pas être de tout repos pour vous comme pour moi. C'est une vidéo qui me parle, qui, encore une fois, est animée par la passion. Et donc, tant que je ne serai pas satisfait, cette vidéo n'aboutira pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai à revendiquer, beaucoup de choses sur lesquelles on va parler qui sont un peu tabous, un peu polémiques, un peu touchy, un peu controversées. Une pensée un peu marginale pour un artiste qui sort fraîchement des beaux-arts, du moins. Là, je viens de vous faire une petite introduction, mais je vais à présent vous livrer la très grosse introduction. Donc, accrochez-vous. On va parler plus spécifiquement du fonctionnement des écoles supérieures des beaux-arts aujourd'hui, des institutions supérieures culturelles en général, mais surtout les beaux-arts. Pas les académies, pas les écoles d'art décoratif. Vraiment, je parle des écoles supérieures des beaux-arts. Je vais parler de manière un peu intensive, un peu véhémente. J'ai peut-être usé de diatribe. Je vais être cinglant, mais juste, je pense. Parce que, bien évidemment, je parle, mais de cette colère, de ces interrogations, de cette incompréhension, en est née en fait une toile, un projet finalement, une œuvre, si je peux oser dire que c'est une œuvre, une toile, parce que on est toujours dans la peinture, avec un nom provisoire qui s'appelle pour l'instant bouteille de pisse, qui est une huile sur toile tendue avec en guise de drap de support un dessus de lit aux dimensions carrées de 90 sur 90 cm. Alors je vais d'abord parler de la thématique avant de parler de la description de l'œuvre en termes de plasticité, en termes de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut interpréter visuellement. Alors, par où commencer? Déjà, tout ce que je peux dire de ce qu'on peut voir de cette toile, pour faire une petite description vite fait quand même, c'est un personnage qui jette une bouteille de pisse façon cocktail Molotov sur la devanture d'un établissement supérieur des beaux-arts et plus particulièrement l'école de recherche graphique de Bruxelles, ERG pour faire plus court. Bon, avant qu'on me dise « mais t'as rien fait cette école, pourquoi machin, oh là là, ça va pas dans ta tête ». Franchement, c'est un peu cucu. En vérité, je n'ai rien contre l'école en soi, c'est plus profond que ça. Mais cette école, elle fut la dernière d'une série de tentatives de réinsertion en tant qu'étudiant de second cycle dans une école d'art. Donc dans un premier temps, j'ai ressenti de la colère, de l'injustice, de la frustration, convaincu que on avait jeté aux égouts un diamant qui demandait qu'à être taillé pour briller en fait, comme si ce n'était qu'un vulgaire tas de boue séchée aggloméré de gravier.
En gros, une grosse merde. Je sais que c'est plus complexe que ça. Je me surestime pas dans ce discours autant que je ne me sous-estime pas. Mais mon travail et ma valeur, j'en suis convaincu, font l'objet d'un potentiel. Je reconnais que chaque candidat ont tous en eux ce potentiel de réussite et d'intérêt pour les professeurs, pour l'école. Et d'ailleurs, je félicite ceux qui ont été acceptés. Mais j'ai aussi envie de dénoncer certaines pratiques. Donc, encore une fois, cette école, c'est le symbole d'une année de travail et de consécration à un but qui n'a jamais abouti. Encore à l'heure actuelle, en tout cas. J'aurais pu choisir une autre école sur laquelle jeter cette bouteille, mais bon, c'est la dernière. Et tant pis pour elle. Après tout, elle est élevée au rang de symbole des institutions supérieures des beaux-arts. Elle en devient ici l'incarnation. Donc, elle peut s'estimer heureuse quelque part. Mais en fait, pourquoi je m'insurge à ce point? C'est quoi le problème? Est-ce qu'au final, ce n'est pas moi le problème? Je pense que c'est plus complexe que ça, encore une fois, et je serais tenté de dire non. Et je vais tenter d'y répondre. Alors, avant toute chose, aussi, j'aimerais parler ici de la peinture contemporaine, plus spécifiquement, et de sa relation au sein d'une école d'art, même si dans la logique, ça s'applique à l'entièreté des disciplines qu'offrent les établissements. Encore une fois, je suis un peu animé par la passion. Je suis un peu énervé. Je suis un peu rancunier. Ça fait partie de mon caractère. Mais dans cette optique où mon travail il est banalisé par une institution qui est censée représenter la machine, la mère, l'utérus à artiste, je ne peux que me sentir révolté. Car cette mère, pour moi, est corrompue et elle est malade. Et en ayant été expulsé de cette entité, j'ai également hérité de ses gènes et par conséquent, on peut dire que je suis tout aussi malade. Mais avant qu'on puisse me définir uniquement comme un homme rancunier, orgueilleux, un homme martyr, revanchard, un Calimero, un autocentré ou un raté, ce que Nietzsche appelle l'homme réactif, d'ailleurs, c'est en résumé une personne impuissante pour agir d'elle-même parce qu'il est trop faible et qui, en conséquence, éprouve de la haine pour ceux qui en sont capables et qui tente de faire culpabiliser tous les êtres en distillant dans leur esprit le poison de la mauvaise conscience. Voilà. Je suis sûr que certains d'entre vous vont me voir un peu comme ça, un peu comme un homme réactif. Mais je tiens quand même à dire que cette entreprise, cette analyse que je fais, ne se passe pas uniquement sur mes complaintes, mais sur des faits avérés, des recherches que j'entreprends combinées à mon interprétation. Et avec tous ces éléments, je vais créer ma propre hypothèse. Et pour cela, je vais me concentrer sur des faits historiques, culte de l'histoire de l'art contemporaine, mais aussi de ma propre expérience au sein d'une école d'art. Parce que pour rappel, j'ai obtenu ma licence équivalent au diplôme supérieur, ce qui signifie que j'ai au minimum effectué 3 ans dans un établissement, et je suis sorti avec une certaine validation. Alors bien entendu, je n'ai que 24 ans, et par conséquent, je parle aussi d'événements que je n'ai jamais vécus. Et pour certaines raisons, comme les besoins de la vidéo, du manque d'informations sur les sujets que je délivre, comme par exemple j'interroge et je cherche des informations sur des élèves d'école d'art dans les années 90 qui sont aujourd'hui artistes ou profs, ou artistes et profs, qui ne parlent pas vraiment de la plupart des tabous, des controverses, du fonctionnement des écoles, de l'idéologie, de la malinformation,
soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils sont imbriqués dans un système qui leur est profitable. Je vais plus particulièrement pointer du doigt cette idée de l'art conceptuel, de la forme qu'elle doit prendre, combinée à ce qu'on appelle de la branlette mentale. Pour être crédible et accepté par le corps enseignant, aussi bien pour les candidats, pour intégrer l'établissement, que les élèves déjà admis au cœur des écoles. Mais bien sûr, chaque école ont leur propre spécialité. Et si l'on souhaite davantage approfondir une pratique spécifique à l'école, il est plus intéressant pour cette dernière d'accueillir ce genre d'élèves. Cela va de soi. Maintenant, il faut comprendre que les beaux-arts, c'est aussi beaucoup d'autonomie pour se développer. Qu'importe l'école supérieure des beaux-arts, par contre, elles prônent toutes, et ce n'est pas un secret, l'ouverture à tous les champs artistiques, à l'épanouissement personnel. Elles incitent à se cultiver par nous-mêmes, mais aussi par le biais de cours théoriques plus ou moins importants selon l'établissement. C'est un lieu, l'école, où on mûrit énormément et où on apprend à se connaître. Pour citer les Beaux-Arts de Paris, par exemple, sur leur site, c'est un lieu de formation et d'expérimentation artistique, ayant pour but de permettre aux étudiants une diversité d'approches. Et retenez bien ça, une diversité d'approches. Mais aussi apporter une large culture artistique tout en favorisant la multiplicité des champs d'expérimentation et de la transdisciplinarité. Squalala, qu'est-ce que c'est que ce mot? Enfin, plusieurs pratiques, quoi. On va pas se mentir, ce sont des mots complexes, hein, pour faire joli. Ça fait un peu partie de la branlette mentale, finalement. Bon, c'est bien beau tout ça. Et sur le papier, finalement, ça donne envie. Apprendre à se connaître, à s'épanouir, à se cultiver, à s'améliorer, c'est le jackpot. J'aimerais quand même poser une question un peu osée. Les beaux-arts assument-ils leur côté branlette mentale? En fait, je n'ai pas qu'une question, j'en ai deux. Si oui, est-ce que cette branlette mentale prévalut-elle sur tout le reste? Car oui, aujourd'hui, si on rentre dans une école d'art, on ne va pas nous apprendre à faire de l'art. Mais, comme l'avait dit un de mes anciens professeurs, que je laisserai anonyme par respect et par affection, on est aux beaux-arts pour faire de l'art conceptuel. Alors, une petite définition s'impose. Qu'est-ce que c'est concrètement que l'art conceptuel? L'art conceptuel est défini comme tout travail artistique pour lequel l'idée ou le concept derrière l'œuvre est plus important que l'objet d'art fini. Il est apparu comme un mouvement artistique dans les années 60 et le terme désigne généralement des œuvres réalisées entre le milieu des années 60 et 70. Alors oui, bien entendu, dans un lieu où on prône la culture et l'histoire, c'est important de déclencher chez les élèves une réflexion, une méthodologie liée à la pratique artistique. Cela fait partie des principes de l'art contemporain. Mais difficile à croire que ce soit la seule chose qui importe dans l'art contemporain. D'ailleurs, continuons sur la lancée des définitions. Qu'est-ce que c'est brièvement l'art contemporain? L'art contemporain inclut les œuvres créées depuis 1945 jusqu'à nos jours. Elles peuvent être des peintures, des sculptures, des photographies, des performances, des dessins, et tous les médiums y sont propices. L'art contemporain véhicule également des idées, des concepts et des revendications. Alors oui, encore une fois, de ce point de vue-là, on ne peut pas se reposer uniquement sur l'aspect fini d'une œuvre, sur sa beauté, sur sa qualité plastique. Sinon, on irait dans une école d'art décoratif, où l'aspect esthétique est plus mis en avant.
si ce n'est l'un des critères les plus importants. Mais que je sache, les beaux-arts ne s'appellent pas École supérieure des beaux-arts conceptuels, ni École supérieure des beaux-arts contemporains, quoique c'est quand même assez évident pour cette dernière appellation. Pour faire de l'art susceptible d'interroger, d'intéresser aujourd'hui, il faut être un minimum engagé, quel que soit le combat, la thématique, et je suis d'accord, et c'est ça qui est beau aussi dans l'art finalement. Mais si je dois y rajouter mon grain de sel, est-ce que c'est vraiment impératif de prôner autant une discipline mentale au détriment de la plasticité en 2024 et en majorité sur cet aspect? C'est encore le ressenti que j'ai par rapport aux pratiques en école d'art. Je vais vous donner un petit exemple à travers une petite histoire. 2 candidats passent leur oral pour entrer dans une école d'art, pour le 2e cycle, pour effectuer un master. Le premier candidat a effectué une licence d'art avec un diplôme grade de licence et fait essentiellement de la peinture. Il a de la culture artistique, des œuvres et un univers plastique et théorique en plein développement. Le 2e candidat, quant à lui, n'a jamais fait de peinture, mais a obtenu un diplôme équivalent à une licence en philosophie de l'art. Car oui, c'est possible, on peut rentrer dans une école si on a un diplôme équivalent. Donc cette 2e personne a essentiellement de la culture sur l'histoire de l'art et une approche philosophique. Il faut préciser que ces candidatures, elles sont faites spécifiquement dans un cursus spécialité peinture. Alors, à votre avis, qui de ces 2 candidats a le plus de chances d'être sélectionné? Si vous avez répondu le premier candidat, eh bien vous avez tout faux. Étrange. Eh bien, pas tellement. Si on part du principe qu'aujourd'hui, les institutions veulent surtout des personnes plus enclins à développer des méthodologies et des concepts capables de faire fantasmer les gros cerveaux. Parce que, après tout, qu'est-ce que la philosophie ? C'est un ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur les dieux, sur l'histoire et de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Bon, il est évident qu'il y a un fort lien avec l'art conceptuel que prônent les écoles d'art, rappelez-moi. Ah oui, une diversité d'approches. Mais franchement, moi je trouve ça quand même dingue. C'est quand même assez culotté, assez ironique de la part d'une école de prôner la diversité d'approches, d'essayer d'avoir de nouvelles ouvertures, alors qu'en fait, moi honnêtement j'ai l'impression, je sais pas vous, hein, on a l'impression que on essaye de répliquer et de cloner des petits Marcel Duchamp pour essayer de conserver une image avant-gardiste de l'art contemporain qui est en fait dépassée déjà. Du moins, elle n'est pas toute neuve. Il faut passer à autre chose, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs. J'entends l'intérêt pour ce genre d'élèves, mais là, on parle de peinture. Le premier candidat, de l'exemple que je vous ai cité, c'était moi. Alors, comprenez le désarroi, l'incompréhension. Quand on parle de spécialité peinture, on s'attend à faire de la peinture. Qu'importe le support, qu'importe les matériaux utilisés. Il y a une certaine pratique visuelle, un contact de couleurs, de formes sur un support. Est-ce que les mots sont capables de dessiner ? Je suis pas sûr. Je suis pas vraiment sûr. Alors, on n'est pas dans le surréalisme. On n'est pas avec André Breton. Là, on est dans une école d'art en 2024.
Et on s'attend à avoir des pratiques assez variées pour au final voir des personnes être prises uniquement par des biais de culture. Et finalement, moi je trouve que ça prône un peu un certain élitisme, un élitisme mental, un élitisme intellectuel. Mais est-ce que c'est normal pour une école d'art de favoriser ce genre d'individus? Alors, moi, je dis, et je pars du principe, que quand on parle de diversité d'approche, c'est important de se dire, oui, quelqu'un qui a fait de la philosophie d'art surtout, ben, pourquoi pas? Finalement, elle a les bases, ne reste qu'à développer la pratique. Tout le monde peut tenter. Mais il y a un problème. Est-ce que je suis le seul à avoir le problème? Est-ce que je m'invente des excuses? Ou est-ce que il y a vraiment quelque chose qui cloche? Parce que, enfin, parlez-moi, dites-le moi, parce que j'en viens même à douter. Je m'insurge, mais pas pour rien. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que il y a une certaine forme de corruption? Ne vous méprenez pas. Je souhaite quand même continuer mes études malgré ce que je viens de vous dire. Mais je souhaite quand même rétablir un certain ordre, une certaine réalité qui aujourd'hui est taboue. Elle est étouffée. Elle est mise en cercueil et cloutée. Mais parfois, en fait, il y a des époques où il faut revendiquer, où il faut révolutionner, où il faut innover et passer à autre chose. Et en fait, tout ça, toute cette pratique aujourd'hui, toute cette idéologie aux beaux-arts, elle découle d'un grand mal, mais aussi d'une grande opportunité, d'une grande époque. Donc c'est facile à dire, bou bou bou, l'institution, machin, vous êtes que des élitistes, vous faites ça pour les aristos, j'en sais rien, c'est le culte de la bourgeoisie intellectuelle, nanana. Oui, mais pas que. Parce que pour être un peu plus objectif, il faut revenir à ce grand, entre guillemets, à ce grand mal. Parce que si en 2024, les écoles marchent comme ça, ce n'est pas pour rien. Il y a un passé. Et on va parler de ce passé. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes vraiment courageux parce que je sais que j'ai une voix assez lancinante et que certains auront tendance à s'endormir. C'est pour ça franchement que je conseille aux personnes d'écouter cette vidéo, que vous soyez en train de faire à manger, le ménage, peindre ou à vous apprêter à aller vous coucher par exemple. Enfin, qu'importe l'activité que vous êtes en train de faire, tant que vous pouvez avoir une oreille sur moi. Je sortirai bientôt une deuxième partie où j'essaierai d'être un peu plus crédible en avançant des propos qui se basent sur des faits d'histoire de l'art, plus précisément de l'histoire de l'art contemporain, de ses débuts, de son impact, de ses répercussions, de son innovation, mais surtout de ses ondes à travers le temps et surtout de ses répercussions en école d'art aujourd'hui. Parce que oui, il n'y a pas que du positif. Et c'est surtout sur ça que je veux parler. Pour ça, je vais m'aider d'interviews d'artistes. Essayer d'en interroger certains. Ce sera surtout des artistes peintres qui sont justement issus des années 80-90 quand ils étaient encore élèves ou qui sortaient des beaux-arts. Pourquoi pas 70 pour les plus anciens. De leur vision des choses des beaux-arts à l'époque et maintenant. Parce qu'il y a beau avoir eu de l'amélioration du côté de la peinture, comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est bien dommage parce que elle reste encore en arrière-plan.
par rapport à du concept, à de la branlette mentale. Et honnêtement, si vous avez envie de dire le contraire, manifestez-vous. Que ce soit les professeurs ou les élèves à qui, par exemple, j'ai envoyé la vidéo. Manifestez-vous ou, j'ai envie de dire, taisez-vous à jamais. Mais vous savez ce qu'on dit. Se taire, c'est admettre ses torts. Je parle plutôt pour les professeurs, du coup. Parce que quand je vous envoie un message de manière cordiale, il est bien de vous manifester et de répondre au lieu de se cacher derrière l'admission. C'est vraiment un acte de lâcheté. Et sachez-le, je déteste la lâcheté. C'était la toute petite dernière goutte de venin que j'avais envie de déposer dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, à part toutes ces méchancetés, je vous souhaite quand même une agréable journée ou soirée et je vous laisse sur ces mots. L'art est censé être accessible à tous et pas uniquement à une élite intellectuelle. Merci et au revoir.